Les Français raffolent des antibiotiques. La consommation a progressé de 5,4% en un an en 2024 selon Santé publique France. Sur l'année passée, un peu plus de 27 millions de patients ont eu au moins une prescription d'antibiotiques, soit 40% de la population. L'agence sanitaire rappelle que la prise d'antibiotiques n'est jamais anodine. Les célèbres bouteilles vertes vont-elles disparaître des rayons? La justice doit rendre sa décision aujourd'hui sur la commercialisation des eaux Perrier. Le FC Que Choisir demande sa suspension. Elle dénonce l'utilisation de l'appellation eau minérale naturelle par Nestlé Waters, ainsi que les traitements effectués sur ces eaux. Le parquet général fait appel dans l'affaire Alex Ursulé. Cette figure du barreau parisien a été acquittée ce week-end par la Cour criminelle de Paris. L'homme a été jugé pour le viol d'une stagiaire dans son cabinet en 2018. Dans ses réquisitions, l'avocat général avait réclamé 13 ans de réclusion criminelle. Comme chaque année, il compte sur vous. Lancement officiel aujourd'hui de la campagne des Restos du Cœur, même si les distributions ont déjà commencé dans plusieurs villes du pays. L'an dernier, 1 300 000 personnes ont bénéficié de l'aide de l'association et 161 millions de repas ont été distribués par les bénévoles. Et puis nouveau coup dur pour Victor Wembanyama, le basketteur français qui joue aux États-Unis est blessé pour plusieurs semaines. Il souffre d'une élongation au mollet gauche. Belle matinée. Bonne matinée à vous aussi Baptiste Berthelin, merci beaucoup. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à vous tous sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord avec nous au standard au 01 53 92 22 60. Mettez-vous d'accord également avec nos invités, nos débatteurs. On débat de l'actualité aujourd'hui avec Mehdi Raïch qui va arriver dans quelques instants, qui est analyste politique. Nous sommes avec Marie-Ève Malouine également. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, journaliste politique, éditorialiste à la revue politique et parlementaire. Frédéric Dabi est avec nous également. Bonjour à vous Frédéric. Bonjour Jean-Marie, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Directeur général de l'IFOP, vous êtes aussi le co-auteur avec Brice Sokol de ce livre L'écharpe et les tempêtes, c'est publié aux éditions de l'Aube. Et puis on est avec le porte-parole, l'un des porte-paroles de Reconquête, Samuel Lafont. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio également. Je le disais, vous tous qui nous écoutez, c'est pour vous que ces émissions sont là, c'est vous qui avez la parole aussi. Vous venez débattre, échanger, confronter vos idées, vos témoignages avec nos invités. On va débattre de l'actualité, on va parler notamment politique. Faut-il mettre fin à l'hébergement d'urgence pour les migrants en situation irrégulière? C'est ce que demande Guillaume Kasbarian, qui était l'invité politique ce matin de Jean-François Aquili. Proposition qui fait déjà polémique, on va y revenir. Nous sommes aussi sur ce sondage de l'IFOP publié par les camarades de Frédéric Dabi notamment, un sondage assez frappant auprès des jeunes français musulmans qui sont de plus en plus religieux. Qu'est-ce que cela implique? On va en parler avec vous tous sur Sud Radio. Et puis on va parler également du vote du budget. Ça a l'air abstrait mais c'est très concret. Concrètement, la droite et le centre viennent de le dire. Ils ne voteront pas a priori le budget, en tout cas pour la partie recettes. Pourquoi? Parce que trop de propositions d'impôts, un budget socialiste. Est-ce que Monsieur Lecornu est déjà en danger, le Premier ministre? On va y revenir, quoi qu'il en soit, avec vous tous sur Sud Radio. On va aussi donner libre cours à vos coups de cœur, à vos coups de gueule. Vous en avez quelques-uns, vous tous qui êtes dans le studio de Sud Radio. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire qui m'a un peu marqué. Vous l'avez peut-être entendu dans le Grand Matin Sud Radio. Ça s'est passé à Rennes. Un détenu qui s'est évadé lors d'une sortie encadrée. Alors une sortie encadrée, c'était notamment avec des surveillants pénitentiaires. Cette sortie, c'était vendredi dernier, 14 novembre, une sortie collective avec plusieurs détenus dans un planétarium. Oui, dans un planétarium, ça s'est passé comme ça. Alors évidemment, c'est une histoire qui peut vous paraître comme ça individuelle. D'un autre côté, comment vous dire ? Ça fait quand même mauvais genre, et alors qu'il commence à faire froid, on est en droit de se demander si la prochaine évasion ne sera pas dans une classe de neige, par exemple. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric Dabi? Oui, j'ai envie de dire, c'est quand même des cas limites. On s'évade peu, voire très peu, dans les prisons françaises. Des prisons françaises, il faut le dire. Ça peut réactiver des imaginaires chez les Français. On se souvient un moment de Colantes, il y a quelques années, où il y avait cette image des prisons Club Med où les détenus, il y a eu l'histoire des massages il n'y a pas très longtemps. D'une manière générale, quand même, pour connaître un petit peu le sujet à titre citoyen, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui sont visiteurs de prison. La vie dans les prisons françaises, c'est absolument pas drôle. La récidive y est malheureusement très fréquente du fait de l'absence de réinsertion et des sorties, ce qu'on appelle les sorties couperets, les sorties sèches. Ouais. Et voilà, ces cas sont bien sûr regrettables. Il y a pas, mais je pense que le fait majeur, et je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'est Victor Hugo, qu'on juge l'état d'une démocratie à la qualité de ses prisons. Et de ce point de vue-là, on a des retards. Et là aussi.
on a un certain désarroi des Français qui écoutent à chaque campagne présidentielle des candidats, des impétrants dire je promets d'augmenter, de créer 10 000, 20 000 places de prison. 30 000. Il y a quand même Gérald Darmanin qui est en train de plus tenir parole que les autres avec sa capacité à avoir réduit de moitié, je crois, de 7 à 3 ans les délais de construction des établissements pénitentiaires. Oui, effectivement, et on ne peut pas comparer la prison au Club Med, on a déjà donné libre recours, c'est vrai, vous avez raison. On a déjà raconté par exemple la situation dans le centre pénitentiaire à Béziers, ou alors encore à Perpignan, où la situation est très difficile. Marie-Ève Malouine ? Oui, je suis assez d'accord avec Frédéric Dabi. Évidemment, l'histoire racontée comme ça, un détenu qui s'évade alors qu'il va visiter un planétarium, on ne comprend pas. Mais c'est vrai que la situation en prison, quand on regarde le recensement officiel des matelas par terre, avec des cellules surpeuplées où il y a des gens... La santé, c'est 144%. On en a parlé avec Nicolas Sarkozy. 144% d'occupation. Donc quand on parle de récidive, et ça indigne tout le monde, les gens qui sortent de prison et qui récidivent, pour qu'il n'y ait pas récidive, il faut aussi qu'il y ait une réadaptation, une réinsertion, et parfois même une adaptation pour des gens qui sont allés en prison et qui n'ont pas forcément... connu toutes les positions nécessaires, les connaissances nécessaires pour pouvoir s'insérer dans la société. Donc, évidemment, il y a des ratés, il y a des détenus qui s'évadent, mais comme le dit Frédéric, c'est pas si souvent que ça en France. Samuel Lafont. Oui, il y a plusieurs points choquants dans cette affaire. La première, c'est qu'évidemment, on a un détenu qui s'évade. Le deuxième point, c'est que il y a une sortie au planétarium. Et c'est pas la première fois que on voit sur les réseaux sociaux, en tout cas, mais aussi repris dans la presse, des critiques vis-à-vis d'une partie des sorties qui sont payées aux détenus et que certains Français ne peuvent même pas se permettre. Et donc ça pose question sur nos dépenses. Ensuite, le grand souci, c'est qu'on a un problème de justice en France, vous le savez. Et depuis des années, malheureusement, et les problèmes qui ne sont pas réglés, ils s'aggravent évidemment de jour en jour. Et les Français, naturellement, veulent, quand ils voient la montée de l'insécurité, ils veulent plus de sécurité, ils veulent rétablir la sécurité dans notre pays. En fait, quand ils voient ce qui se passe là, ils se disent mince, mais on a des gens qui peuvent s'évader, on a des personnes qui ne restent pas assez en prison. Et sur le point de la récidive, pour être précis, je veux bien qu'on puisse imaginer tout prévoir, tout empêcher, mais on sait bien qu'en fait, il est extrêmement difficile de faire en sorte d'éviter la récidive. Or, si on se met à la place des honnêtes gens qui en ont assez de subir l'insécurité au quotidien, eux, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils se disent qu'il y a en liberté des délinquants, voire des criminels, mais notamment des délinquants qui sont relâchés trop régulièrement ou qui vont pas suffisamment longtemps en prison ou pas assez vite en prison. Et c'est ça que voient les Français. Et après, pour la surpopulation carcérale, ça fait des années qu'on dit qu'il faut créer des prisons. Et c'est pas parce qu'on crée des prisons qu'après on ne pourra pas les détruire. Si l'insécurité baisse, le but, c'est pas d'avoir une masse de prisonniers énorme, mais quand il y a une période d'insécurité, naturellement, s'il nous faut plus de places de prison, construisons ces places de prison. Mehdi Raïch. Oui, en fait, il y a un problème de perception entre ce qu'est la réalité de la prison et les conditions des détenus, qui peuvent être horribles, et la réalité de ce qu'on voit lors de micro-événements où des personnes peuvent s'échapper. Je prends un exemple en particulier. La semaine dernière, il y avait le cas de Iseline, qui est une jeune femme qui a été violée, et la personne donc ce violeur a été relâché au bout de 2 mois de prison pour des conditions qui étaient jugées inacceptables. Donc il a fait une demande avec son avocat et il a été libéré pour ces conditions-là. Donc on a toutes ces questions, ces problématiques qui sont derrière, qui sont sous-jacentes, de comment on gère en fait notre modèle de prison et comment sont gérés les prisonniers, et donc de la question de la réinsertion par la suite. Allez, on va passer à notre premier débat. Est-ce qu'on aura un budget ? Tiens, est-ce que nos députés vont voter un budget ? Je vois Marie-Ève Malouine dubitative déjà, c'est mal parti. Vous l'entendiez ce matin, Guillaume Kasbarian, l'invité de Jean-François Aquili, qui disait non, je suis pas prêt de le voter, en tout cas ce budget. On va l'écouter tout de suite. Cette copie-là, avec 30 milliards d'impôts en plus, 30 milliards de dépenses en plus, et une copie qui part dans le décor et avec une vision idéologique socialiste, je ne la vote pas parce que je ne souhaite pas augmenter l'impôt pour les Français, je ne souhaite pas augmenter la dépense publique, et je ne souhaite pas faire payer aux travailleurs et aux actifs les renoncements des politiques qui n'ont pas le courage de baisser la dépense publique et qui pensent qu'on peut augmenter à l'infini les prélèvements obligatoires. Ouais, on a 45% de prélèvements obligatoires dans notre pays, c'est un record, on est le premier pays de l'OCDE. Même Hollande n'avait pas augmenté autant les impôts. Et même François Hollande, d'après Guillaume Kasbarian, n'avait pas augmenté autant les impôts. Il semble que Guillaume Kasbarian était très écouté sur Sud Radio, puisque quelques minutes plus tard, on apprenait par une dépêche de l'agence France Presse que les groupes du socle commun de Renaissance aux Républicains s'étaient accordés sur le fait qu'en l'état, ils ne pourraient pas voter pour ce budget, en tout cas la partie recettes, en raison, je cite, de l'insincérité de certaines mesures adoptées. Ils ont d'ailleurs été consultés par Sébastien Lecornu. Budget ou pas budget, Marie-Ève Malouine ? On sent que ça devient difficile et que la
contradiction qu'il y avait au départ dans ce budget et dans la méthode Le Cornu est en train de se révéler plus on approche de la fin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter les recettes avec la gauche et on les augmente, et puis on traitera les dépenses pour les baisser avec la droite, parce que il faut que ce soit équilibré. Et donc Sébastien Le Cornu quelque part a essayé encore et toujours de faire du en même temps, mais sur un budget qui doit être cohérent. On ne peut pas avoir moins de recettes que de dépenses. Eh bien, ça fonctionne pas. Donc, au bout d'un moment, quand on dit je fais des compromis, c'est pas des compromis. Quand on va chercher un coup à droite, un coup à gauche, c'est forcément contradictoire à un moment. Et donc là, lui, il pense que plus il avance, plus ceux avec lesquels il passe des concessions vont être obligés de rester. Alors peut-être que ce sera le cas à la fin, ou de plus en plus, c'est un peu le grand écartèlement. Juste un mot sur ce qu'il a dit devant les chefs d'entreprise. Lui-même commence à s'inquiéter quand même qu'il n'y ait pas de budget, et alors il dit ce serait un déficit de 6%. Bah oui, mais c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui a supprimé le 49.3. Donc la difficulté est toujours là, elle n'a pas changé. Et pourtant, notre invité Guillaume Kasbarian disait ce matin, à tout prendre, quitte à avoir un mauvais budget, je préfère reconduire le précédent plutôt que de voter ou d'accepter un budget qui serait trop marqué par des mesures socialistes. Alors le seul problème du budget précédent, c'est que un des gros problèmes, c'est que le budget de l'armement ne bouge pas. Ouais, par et exemple. on ne pourrait pas l'augmenter dans le contexte actuel, ce qui est un peu embêtant. Mehdi Raich, Ça ne changera pas grand-chose à la situation. c'est-à-dire Parce que c'est un blocage institutionnel que vous avez. Le 23 novembre, vous devez forcément avoir cette première lecture qui doit être faite. Aujourd'hui, que la droite ou le centre ne le vote pas, ça ne change pas grand-chose. Il reste 1537 amendements vendredi dernier. C'est-à-dire qu'il va leur rester 4 jours pour 4 jours pour faire ça. Ils n'auront pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc c'est pas que c'est cosmétique. Ce que dit Kasbarian est intéressant en soi. L'insincérité, c'est important. Mais institutionnellement, la situation fait que même si le centre ou la droite ne vote pas le budget, concrètement, ça partira quand même en lecture au Sénat et à la fin, ça terminera par ordonnance. Donc ce à quoi on insiste, c'est plus un éclatement de la majorité ou des dissensions qui peuvent exister entre la droite et le centre qui existent sur cette question du budget. C'est une manière de se positionner politiquement en termes de communication. Je dis, écoutez, moi ce budget, je ne l'approuve pas, mais concrètement, institutionnellement et au sein de l'Assemblée, ça ne changera pas grand-chose. Et à la situation des Français, ça changera quoi, tiens, Frédéric Dabi? J'ai la chance, grâce à mon livre et grâce à mon activité professionnelle, de faire beaucoup de tournées dans des départements dans le cadre de congrès des maires locaux. Je suis allé récemment dans l'Aveyron, dans le Cher, et ce que nous disent les maires des petites communes, qui sont les vrais élus, des vrais gens, si je puis dire, c'est que les Français n'y comprennent rien. Clairement. On n'est même pas sur de la colère, il y a bien sûr de l'inquiétude compte tenu de cette éclipse du politique que l'on connaît depuis maintenant 1 an et demi. Le politique ne joue plus son rôle, le politique reste en vase clos, il ne change plus la vie, il ne transforme plus la vie des Français. D'ailleurs, quand on regarde les déterminants du vote aux élections municipales, les 3 premiers, sécurité, accès aux soins, dette, c'est quoi? Ces 3 sujets nationaux qui ne sont pas réglés et qui ruissellent, qui dans une logique de descente de charge. Important de le dire d'ailleurs, parce que se répercute à l'échelle locale. La dette, pour le coup, devient un vrai sujet de préoccupation pour les Français. C'est à l'échelle nationale et à l'échelle locale, c'est tout à fait. Enfin, ça monte depuis quelques temps, mais là, ça prend une proportion importante. Déjà, les Français ne comprennent pas qu'on dissocie dépenses et recettes. Quand on fait un budget à la maison, on fait les plus et les moins. Vous connaissez, on fait tous et toutes ça à des moments de notre vie. La scène parlementaire n'est absolument pas claire. Il n'y a pas de majorité. On entend qu'un amendement sur un sujet qui intéresse peut-être les Français a été adopté, puis 3 jours après, il n'existe plus. Vraiment, il faut penser, il faut se mettre à la place de nos concitoyens. Et puis, plus politiquement, mais Marie-Ève Malouine l'a très très bien dit, une fois de plus, un éclatement du bloc central, du socle commun. On a quand même un moment complètement inédit sous la 5e, ou un Premier ministre qui quand même fait partie de Renaissance, il a été LR, l'idée du socle commun, et il n'est pas suivi par ses troupes. C'est vrai qu'il y a un côté jeu d'ombre, pièce de théâtre sans spectateurs, je tiens à le dire, sur le moindre spectateur. C'est ça le problème. Mauvaise pièce. Voilà, non, il y a parfois des mauvaises pièces avec du monde en plus. Mais il manque plus que les violons du Titanic. Voilà. Donc c'est vraiment très très compliqué pour les Français. Frédéric Dabi, je le remercie, m'a précédé sur ce sujet qui est à mon avis essentiel. C'est qu'on a un monde politique, un petit monde politique qui a tendance à vivre en vase clos et qui ne se rend pas compte de ce qui est perçu ou pas par les Français. À l'échelle locale, croyez-moi, ils ne sont pas en vase clos. À l'échelle nationale. Or, effectivement, ce qui se passe à l'Assemblée, c'est tout sauf clair, y compris pour des gens qui sont peut-être les spécialistes du droit parlementaire, mais en dehors de ça, honnêtement, quand vous avez parlé du budget pendant quelques jours, au bout d'un moment, vous déconnectez, parce que franchement, à part être un passionné du sujet, vous avez les passions que vous voulez, mais à part être un passionné du sujet, au bout d'un moment, vous vous dites, bon, c'est très bien tout ça, mais quels seront les résultats
concret pour les Français. C'est pour ça que nous, chez Reconquête, on a proposé via Saracnafo un contre-budget très clair. Vous allez sur budget2026.fr, vous avez les baisses de dépenses proposées, 80 milliards. On parlera d'hébergement d'urgence notamment, parce qu'on en parlait, on voulait supprimer l'hébergement d'urgence pour les immigrés clandestins. Et vous avez aussi les baisses de prélèvements publics, donc d'impôts, qui sont proposées. Mais très concrètement, là, pour les Français, effectivement, on a l'impression que tout l'avenir, ça va aller au bout. La seule question, c'est est-ce que le gouvernement va tenir ou pas. Et pour terminer, moi je rappelle quand même une chose, c'est qu'on vit aujourd'hui avec une majorité plus ou moins artificielle. Il n'y a pas de majorité. Qui essaie de voter des textes, mais qui en fait qui est issu des élections législatives 2024, qui a complètement déformé les votes. C'est pas nouveau en France, mais là, on a l'impression que ça a changé quelque chose. Non, en fait, les résultats, en fait, les représentants à l'Assemblée, dans le gouvernement représentatif, eh bien, ne correspondent pas à ce que veulent véritablement les Français. Donc, en fait, on a une situation schizophrénique en permanence, en tenant un discours français, en essayant de tenir un discours différent dans l'Assemblée. Alors, justement, qu'est-ce que ça change pour vous tous qui nous écoutez, où que vous soyez d'ailleurs en France? On vous donne la parole au 01 53 92 22 60. Je sais, c'est un numéro spécial pour une occasion spéciale. 01 53 92 22 60. Dans un instant, on file dans la Loire à Saint-Étienne. On donne la parole à Roland et à nos débatteurs, évidemment. À tout de suite. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio et gagnez l'aspirateur Cyclomax Air 15 Station de la marque EasyClean. Avec cet aspirateur, fini les efforts et les contre-tri. Avec nos invités et avec vous tous sur Sud Radio au 01 53 92 22 60. Mettez-vous d'accord. Est-ce qu'on aura un budget? Surtout, qu'est-ce que ça va changer à notre situation concrète, à votre vie quotidienne? On débat de l'actualité avec nos invités, Mehdi Raich, Marie-Ève Malouine, Frédéric Dabi, Samuel Lafont. Et on file à Saint-Étienne, comme promis, dans la Loire. On retrouve Roland. Bonjour, Roland. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Merci d'avoir composé le 01 53 92 22 60. Je le redis 4 fois pour l'apprendre par cœur. Vous allez voir, ça va finir par se mémoriser. Roland, est-ce que ça change quelque chose à votre situation concrète qu'on vote ou non un budget? Dans ma situation personnelle, non, mais moi ça va rien changer. Mais moi je vais plus parler de la situation de certains de mes amis, par exemple, voilà, qui gagnent, qui sont au SMIC, qui sont atteints de handicap, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et j'ai l'impression que l'Assemblée nationale se fiche éperdument de ces gens-là. On a des taxes, encore des taxes, que des taxes. Donc moi je comprends Guillaume Casbarian qui veut pas voter le budget parce que c'est trop de taxes. J'aimerais rappeler à Guillaume Casbarian qu'il est député Ensemble pour la République. S'il est député Ensemble pour la République, je crois que ça fait partie de Renaissance. Je crois que Renaissance c'est l'émanation d'Emmanuel Macron, président de la République, qui a procédé à la dissolution. Voilà, moi c'est ce que je retiens. C'est que Guillaume Casbarian est de près ou de loin comptable de la politique d'Emmanuel Macron, comptable du chaos total dans lequel on est aujourd'hui. Mais voyez-vous, Jean-Marie Bordry, Guillaume Casbarian est aussi pris en otage par le Parti socialiste. Parce que, mine de rien, s'il n'y a pas eu de dissolution, c'est que parce que Emmanuel Macron a dit mettez-vous d'accord, parce que sinon l'émission c'est mettez-vous d'accord ou je vais dissoudre. Donc, qu'est-ce qu'a fait le bloc central? Ils ont souhaité se faire alliance avec les socialistes pour dire surtout pas, on retourne surtout pas aux urnes, parce que si dissolution il y avait, pour les urnes, ça serait catastrophique. Ouais. Donc, évidemment que ça va rien changer, mais c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage, c'est que il y a une perte de confiance des citoyens envers la représentation nationale. C'est que au fond, j'aimerais que les choses changent. J'aimerais par exemple qu'il y ait une redistribution des prestations sociales de manière un peu plus, je sais pas, un peu plus cohérente. Moi, si vous voulez, je suis pas. Ça veut dire quoi, plus cohérente pour vous, par exemple? Je vais vous dire, moi je suis pas ministre de l'économie, mais vous mettez à Bercy une semaine, il y a deux trois choses qui vont changer. Prestations sociales uniquement et strictement aux ressortissants français et ou citoyens européens. C'est tout. Ça veut dire que prestations sociales pour les étrangers en situation irrégulière, c'est zéro. L'aide médicale d'État, moi je la réforme. Aide médicale d'urgence, pareil, je la réduis drastiquement. Il y a plein de choses à faire. Millefeuille territorial, on a les communes, communauté de communes, agglomération, métropole. Je vais vous dire, vous mettez une personne chargée de l'urbanisme et de la voirie qui gère une métropole et une commune, il saura faire. Donc ça, c'est des doublons incroyables. Vous avez une tronçonneuse, Roland, du côté de Saint-Étienne, on est d'accord, non? Alors, c'est une tronçonneuse stéphanoise, oui. Mais non,
c'est une tronçonneuse, il faut être cohérente. Mais au bout d'un moment, quand je vois qu'il y a un qui change, quand je vois qu'on donne de l'argent, non mais on donne de l'argent à qui on veut. On a l'agence française du développement. Alors je crois que c'était, vous voyez, c'était Sarah Knafo, je crois qu'il avait sorti ça en plus. Je dis ça parce que Samuel Lafont est en studio, mais il vous le confirmera dans quelques instants. C'est bien ça. Qui avait sorti cela. Mais si vous voulez, moi, ce que j'aimerais, c'est que notamment le travail soit un peu plus revalorisé. On a eu la proposition de Sébastien Lecornu qui parlait d'une allocation sociale unique. C'est un bon début, mais ça va jamais se faire. Je vous le dis, je suis pas médium. Ça ne se fera jamais. Vous êtes désabusé, si je comprends bien. Oui, je suis désabusé. Et puis je me dis aussi d'un côté que 2027, ça va être terrible. Déjà 2026, il y aura les élections municipales. Je pense que le taux d'abstention, notamment auprès de la jeunesse, ça va être terrible. Je pense que 2027, ça va être terrible. Vous allez venir sur le sujet, notamment des migrants. Est-ce qu'il faut continuer à les... Je vais vous dire, 6 secondes, ce que propose Guillaume Casvarian, c'est une démagogie sans nom. Vous savez, c'est pas les migrants voilà, moi j'ai rien, honnêtement j'ai rien contre eux. Il fait super. On va arriver dans des périodes de grand froid. Non, moi je suis un peu humain, j'ai pas envie qu'on les mette dehors, mais il faut traiter le problème à la racine. Et le problème, c'est l'immigration illégale qu'il faut cerner. Donc, moi, Guillaume Casvarian, franchement, voilà, j'ai rien. Vous aviez rien contre. Voilà, je vous entendais plus. C'est pour ça. Écoutez, merci en tout cas d'avoir pris la parole depuis Saint-Étienne. Roland, allez les Verts toujours. Et puis on vous retrouvera une prochaine fois avec plaisir. Tiens, vous parlez du millefeuille, je vais y arriver, territorial. Aujourd'hui commence le congrès des maires, le salon des maires plutôt. Et pour la première année, Sud Radio est partenaire officiel du salon des maires. On y sera dès demain à 8h15 avec Jean-François Aquili et demain soir aussi avec les vraies voix Sud Radio de Cécile de Minibus et Philippe David. Beaucoup de demandes de Roland, Marie-Ève Malouine. C'est difficile pour un parti politique aujourd'hui de répondre à toutes ces demandes. Sauf à faire le grand écart et être complètement cohérent, ce qui arrive à certains. Je relève juste dans ce que Roland a dit quand il parle d'allocation sociale unique. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une proposition de DLR par la voix de Laurent Wauquiez. Mais ce qu'il dit d'abord sur le SMIC et les bas salaires, c'est un vrai sujet. En France, les bas salaires sont trop bas. Les entreprises ont des charges et donc on exonère certaines de charges les salaires les plus bas. Donc les gens sont maintenus dans ces salaires pour que les entreprises continuent à avoir des aides. Donc la proposition qu'a fait par exemple Édouard Philippe, qui est de dire on baisse de 50 milliards les aides et on baisse de 50 milliards les impôts des entreprises. Au moins, on pourrait remettre à niveau, parce que là, on a une succession d'aides en France, une succession d'impôts, et à la fin, ça coûte beaucoup d'argent de prélever et de redistribuer. Donc il me semble, sans être hyper libéral, qu'il faudrait un peu rééquilibrer et arriver à avoir une échelle de salaire qui soit moins élevée. Après, on parlera de l'immigration plus tard, mais sur les aides, je pense que c'est vraiment un des sujets. On ne peut pas continuer à prélever. À la fin, on va avoir une catégorie de la population qui travaille, qui est prélevé, et puis les autres qui bénéficient des aides, et au passage, on en perd beaucoup dans juste la gestion de ces aides. Et qui ont du mal parfois à se loger dans les villes où ils travaillent, donc qui habitent de plus en plus loin, ce qui aggrave les frais. Effectivement, on va en reparler, parce que c'est une situation qui concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent. Allez, restez avec nous. Je rappelle le numéro 01 53 92 22 60. 01 53 92 22 60. On va parler d'un sondage qui a fait beaucoup de bruit. C'est un sondage des amis de Frédéric Dabi à l'IFOP, qui concerne nos compatriotes musulmans et en particulier les jeunes qui sont de plus en plus religieux. Qu'est-ce que ça implique? Qu'en retenir? On en parle avec vous tous dans un instant sur Sud Radio. Bonjour, c'est Jean-François Aquili. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Ne faites pas comme les députés, mettez-vous d'accord. Tiens, 01 53 92 22 60. On débat de l'actualité avec nos 4 invités aujourd'hui, Marie-Ève Malouine, Mehdi Raïch, Frédéric Dabi et Samuel Lafont. On parle de ce sondage publié notamment par l'IFOP. Ce sondage publié par l'IFOP, pourquoi notamment d'ailleurs? Publié tout court par l'IFOP. Par le Figaro, réalisé pour Écran de Veille. Que je sois précis. Je vous remercie. C'est le commanditaire. C'est la loi. Exactement. Écran de Veille
a commandé ce sondage. C'est un sondage auprès des Français musulmans, d'ailleurs des résidents en France qui sont musulmans. Et on y apprend quoi? On y apprend notamment que l'islam, dans sa pratique plus religieuse, gagne du terrain davantage chez les jeunes que sur les vieilles générations. C'est un peu contre-intuitif. Par exemple, si vous regardez, selon l'IFOP, 80% des musulmans qui vivent en France, qui y résident, se disent religieux, c'est-à-dire qui pratiquent. C'est presque 2 fois plus que chez les chrétiens ou chez les juifs. C'est un chiffre qui monte même à 87% chez les musulmans entre 15 et 24 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est jeune, en fait, plus on pratique. Alors d'abord, qu'est-ce que vous retenez de ce sondage? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ces résultats? Merci de le dire et de parler de cette enquête très intéressante menée par mon ami François Cros, qui est spécialiste des genres, sexualité, religion et politique à l'IFOP. C'est très éclectique. C'est vrai qu'on est parti d'un très gros échantillon. On a interrogé 15 000 personnes par téléphone, parce qu'on sait que les Français de confession musulmane sont moins sur les réseaux sociaux, notamment les plus âgés, que l'ensemble des résidents français. Donc on a un échantillon très large. On a des questions historiques, puisqu'on avait fait des premières enquêtes, notamment pour l'Institut Montaigne, également dans les années 80. J'ai envie de démusulmaniser le sondage. La montée de la pratique religieuse, c'est dans toutes les jeunes générations. Dans mon livre, La fracture, de la publicité, il y a 4 ans, on voyait déjà chez les jeunes catholiques, chez les jeunes Français de confession culture juive, ce mouvement-là. Mais c'est vrai qu'on a, chez les jeunes Français de confession musulmane, par rapport notamment aux années 80, le fait de faire la prière monte d'une vingtaine de points. Auprès de l'ensemble des Français de confession musulmane, on passe de 41 à 62% pour la prière quotidienne. Le respect du jeûne, on a gagné 13 points, et c'est 85% chez les jeunes de confession musulmane. Également pour le voile, où on est passé de 16 à 45% chez les jeunes femmes. On a presque une sur deux. Presque une sur deux. Un petit mot. Donc cette enquête dessine le portrait d'une population musulmane traversée, je reprends le terme de François Cros, par un processus de réislamisation. Ce n'est pas du tout péjoratif. Avec retour à la religion. D'ailleurs, il y a une question très très intéressante qu'on avait posée dans les années 80. Est-ce que la religion musulmane doit se moderniser, doit rester dans la tradition ou ne doit pas bouger? Eh ben, on a une part sur la modernisation qui est divisée par 2 par rapport aux années 80. On était environ à 40, on est maintenant à 20. On a ce retour à la tradition, et effectivement, chez les jeunes, on a des normes religieuses rigoristes qui sont beaucoup plus respectées. L'intensification des pratiques cultuelles, ne pas boire d'alcool, a été divisée par 2 chez les jeunes, et un peu moins par 1,5 chez l'ensemble des Français de confession musulmane. Donc c'est un mouvement de fond, et c'est vrai qu'il y a un clivage générationnel. D'ailleurs, on le voit également pour le vote, le vote Mélenchon. Je n'ai rien à voir, mais il est très fort chez les jeunes de confession musulmane, et nettement moins fort chez les Français de confession musulmane plus âgés, les plus de 50 ans. Donc on a un mouvement de fond qui ne vient pas de maintenant. Ça fait depuis les années 90, 2000 qu'on a ce mouvement général qui est aussi, je le répète, un mouvement général de la société, même si on voit plus une religion où il y a une plus grande pratique religieuse. Faire la prière tous les jours pour 62%, ce n'est pas rien. Ce n'est pas du tout ce qu'on a chez les catholiques, chez les protestants ou les Français de confession. Après, la pratique est différente aussi selon les différentes religions. Et puis ce n'est qu'une enquête, je le répète, ce n'est pas la réalité. C'est une perception du réel, mais l'inscription dans une historicité permet de montrer des choses assez cohérentes. Et des tendances lourdes. Mehdi Raïch, comment vous percevez cette info qui montre en fait que plus on est jeune aujourd'hui, plus on est religieux, et en particulier chez les musulmans qui vivent en France, et plus on est religieux, en plus, plus on considère qu'être religieux, c'est pratiquer de manière visible, que ce soit en portant le voile, en observant strictement le ramadan, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs sujets dans le sujet. La manière dont l'approche Frédéric est intéressante, c'est que de manière générale, on voit une montée du fait religieux et de la pratique religieuse. Ça, c'est peut-être le plus important parce que c'est un effet de masse. Ensuite, sur le cas de l'islam, pour bien connaître le sujet, je ne vais pas rentrer dans les technicités de ce qu'est la charia ou pas, mais je pense qu'il y a aussi une ignorance totale de ce que c'est chez ces jeunes. C'est-à-dire qu'on fantasme l'idée de ce qu'est l'islam. Si je rentre dans le détail un tout petit peu de ce qu'est la charia, je ne vais pas faire les 4 sources, le Coran, la Sunna, l'Ijma, Khayas, analogie. Je pense que par exemple sur la question du voile, et c'est très intéressant, je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les Algérie des années 90. Lorsqu'on a vendu le voile, on a vendu le voile comme étant un objet de pudeur. Or, c'est pas la pudeur dans l'islam sunnite, qui est 90% des musulmans dans le monde. C'est la séparation entre la femme et l'homme, et entre 2 statuts de la femme, l'esclave et la femme libre. Est-ce que les femmes aujourd'hui savent ce qu'est le voile ?
Non, la plupart du temps, elles vont dire c'est pour ma pudeur que je les porte. Mais factuellement, ce n'est pas sa fonction dans l'islam. C'est une question de politique publique dans l'islam, si on préférait à l'époque. Donc je pense qu'il y a un fantasme à la fois de ce que c'est, un peu comme un retour à une identité, un retour à la tribu, et aussi une ignorance de ce que c'est concrètement. Il y a aussi un sondage qui est sorti dans le JDD sur plus de personnes, enfin plus de jeunes veulent la charia. Je vous assure qu'ils savent pas ce qu'il y a dedans. C'est quoi, tiens, la charia, donnez-nous, pour vous, tiens, précisément. La charia, c'est la loi. C'est-à-dire que c'est la loi que tous les musulmans doivent respecter. C'est la loi divine. Elle est censée être pure, parfaite, inviolable, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc elle ne peut pas être modifiée. Donc quand vous respectez la charia, vous devez l'appliquer stricto sensu. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on parle d'ijma, de consensus, des écoles de jurisprudence. Je ne vais pas rentrer dans la technique précise. Mais chez ces jeunes-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fantasme de ce qu'est l'islam, de leur pratique, et qui est aussi fondé sur une part d'ignorance de ce que c'est. C'est-à-dire que forcément, on va pas aller se taper tous les ouvrages de jurisprudence islamique. On va pas forcément lire le Coran. On va fantasmer ce que c'est, et c'est ce qu'on voit en fait. Donc c'est un retour à une identité. Il y a une communauté, presque un retour à la tribu, j'ai envie de dire. Samuel Lafont. Oui, alors on parlait d'histoire il y a quelques instants. Pourquoi est-ce qu'on a une population musulmane aussi importante en France ? Parce qu'on a eu de l'immigration massive pendant des années. Tiens, juste alors que les Français étaient opposés à ça, et très tôt. D'ailleurs, moi je rappelle que Paul Sébille, qui travaille chez Hexagone, a sorti un vieux sondage, je crois que c'est dans les années 60, qui montrait déjà que les Français étaient opposés à l'immigration. Le problème, c'est que les Français ont été mal représentés pendant des années et qu'il n'y a pas eu d'action vis-à-vis de l'immigration massive. Donc, vous avez un cumul de population, puisque beaucoup de populations musulmanes qui sont arrivées en France. Ça, c'est le premier point. C'est juste un point pour illustrer ce que je vous disais d'après ce sondage, parce que c'est intéressant aussi. 7% des personnes qui résident en France se déclarent de confession musulmane, ce qui relativise aussi beaucoup la perception qu'on peut avoir du phénomène. 7% de toutes les personnes qui vivent en France. Quand on a 500 000 personnes qui entrent légalement, je dis bien légalement en France chaque année, on imagine bien qu'au bout d'un moment, ça risque de poser problème. Sur le fait religieux lui-même, effectivement, on a vu chez les catholiques des gens participer à différentes manifestations, à des pèlerinages. En termes de masse, c'est à mon avis pas équivalent. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que on a eu ce fantasme de l'immigration massive et de l'assimilation automatique. C'est un fantasme, c'est un mensonge sur lequel on a du mal à revenir. Il y a encore malheureusement quelques partis politiques qui y croient en France, et on se voit que ces groupes-là, finalement, vous l'avez indiqué, sont plus islamisés que leurs parents. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas entrés dans un moule qui serait commun à tous, et ils cherchent une identité, qu'elle soit bien connue ou pas, ou fantasmée, comme vous l'indiquiez, Mehdi, à l'instant, et ils cherchent un repère identitaire. Voilà. Et donc, on va avoir des conflits d'identité sur notre territoire, parce qu'on a fait la sottise de l'immigration massive pendant des années, et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a laissé faire pendant des années, qui a même des tribunaux islamiques. Je ne dis pas qu'on aura des tribunaux islamiques demain en France, mais la réalité, c'est que dans leur modèle communautariste, ils ont vu des communautés vivre les unes à côté des autres, et après, comme aurait dit Gérard Collomb, qui risquent demain de vivre face à face. La situation en Grande-Bretagne qui est un peu différente. Marie-Ève Malouine. Oui, je crois que la religion, c'est une affaire privée en France. Donc, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans la religion musulmane, ça pose pas un problème, dans la mesure où ça reste du domaine du privé, et que leur religion ne prétend pas avoir des lois qui soient supérieures aux lois du pays dans lequel dont ils sont les citoyens. C'est le débat. Et donc ça, je pense que ça mérite quand même d'être rappelé. Chacun respecte la religion des autres en France, mais aucune religion n'a des lois qui sont supérieures aux lois de la République. Deuxième chose, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport aux jeunes générations. Ils ont vécu le Covid. Ouais. Ils ont vécu un monde dans lequel on leur a dit la mondialisation c'est formidable, et finalement ça l'est pas tant que ça. Et puis ils ont vécu la guerre en Ukraine. Ils sont dans un monde qui s'effondre. Et donc, ils cherchent une spiritualité. Et il y a les jeunes musulmans, parce que il y a un islam politique qui cherche aussi à attirer davantage de jeunes vers l'islam, mais on voit aussi des jeunes chrétiens qui se mettent à faire le carême pendant beaucoup plus longtemps, un peu par analogie avec les jeunes musulmans. Et donc, je pense que nos sociétés doivent aussi s'interroger sur la spiritualité et l'avenir qu'elles proposent à leurs enfants. Et ça crée aussi cette idée que s'il y a des lois, des religions
qui arrivent à dire à des jeunes qu'elles doivent être supérieures à la règle commune et à la loi commune en France, c'est aussi parce que notre règle commune est faible. Oui, et qu'on n'adhère pas. J'aimerais revenir sur ce que disait Mehdi Reich il y a un instant, parce qu'il y a deux choses que vous disiez. D'abord, vous faisiez un parallèle, Mehdi, avec ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, à l'époque où on a vendu le voile. D'abord, qui avait vendu le voile? Et ensuite, je suis obligé de vous dire que ce parallèle m'inquiète, parce que ce qui s'est passé dans les années 90, ensuite, ça a été un bain de sang. À la fin, vous avez eu une guerre civile avec plusieurs centaines de milliers de morts. Ça a été épouvantable. Alors, c'est ce qu'on appellerait les islamistes. Alors, c'est une vaste famille, les islamistes. Ceux qui ont vendu le voile. Voilà. Donc, il y a le fils, qui était le français. Ça, c'était en Algérie. Ça, c'était en Algérie. Donc là, on parlerait d'islam politique. On peut aussi parler des frères musulmans. Mais c'est vraiment l'idée de... Moi, je suis pas là pour démusulmaniser les musulmans. Je viens d'une famille de sunnites. Je suis pas là pour dire à ma grand-mère ne sois plus musulmane. D'abord, personne vous a demandé quoi que ce soit. On vous demande ce que vous en pensez. Il faut bien avoir ça en tête, parce que tout à l'heure, et c'était intéressant ce que disait Marie-Ève, c'est que on n'est pas là pour juger la foi des gens. C'est pas le sujet. C'est un fait de société. Parlons-en. Donc, on n'est pas là pour démusulmaniser. Sur comment ça a été vendu en Algérie, c'était vraiment pour quelque part miner la société. Il faut bien comprendre que quand on parle d'islam, notamment d'islam sunnite, c'est une question d'autorité. On parle beaucoup des imams qui ont des discours très problématiques, on va dire ça. C'est que ça permet à ces personnes-là d'avoir un pouvoir sur une communauté. Donc ils deviennent des relais. Là, on peut avoir des phénomènes d'entrisme qui se provoquent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir ça en tête. Sur le second point, c'est que je pense que ça devient un repère pour ces personnes-là. On peut parler d'intégration, on peut parler d'assimilation. Il y a aussi une question de politique publique, l'accès au logement, l'accès au transport, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, qui a quelque part été raté. Tout à l'heure, on parlait aussi de la question des HLM. Le fait, par exemple, que des populations qui peuvent être étrangères sont parquées et ne peuvent plus avoir cette mobilité sociale entraîne un retour à une communauté. C'est-à-dire que ça devient le seul repère identitaire pour eux. J'insiste, le mot identitaire, c'est pas une insulte en soi, mais ça peut devenir un ciment, un terreau, j'ai envie de dire, pour des personnes qui, elles, peuvent avoir un objectif politique. Et là, on rentrerait dans la case de l'islam politique. Et c'est là que des islamistes arrivent à distiller un discours qui tend, pour le coup, à l'emporter chez les jeunes. Donc on va pas mentir sur ce qu'est la religion, mais on va vendre un discours. On sait que c'est forcément culturel pour eux, parce que c'est aussi une question de ressembler à son papa, à sa maman. Donc oui, effectivement, j'ai pas envie de renier mes origines. Pardon, mais c'est pas ce que montre le sondage, au contraire. Puisque ce que montre le sondage, c'est que les jeunes, en tout cas une majorité de jeunes ou une grande partie de jeunes, pratiquent davantage que leurs parents ou leurs grands-parents. Donc on sent même par pas. exemple, moi, ma grand-mère, même si elle était très pratiquante, je sais que mes cousines, elles sont encore plus pratiquantes, parce qu'en fait, pour elles, c'est un retour à une identité, à une racine, quelque part, qu'elles veulent absolument avoir. Donc c'est aussi une question de fantasme, mais aussi une question de... Je ne me reconnais pas forcément dans l'identité française, je me sens un peu rejeté, donc je reviens à cette autre communauté. Le retour à une pratique religieuse est parfois très ostentatoire. On va reparler de ce sondage et des résultats de ce sondage, notamment avec Emmanuel qui nous appelle au 01 53 92 22 60 depuis Suresnes en Ile-de-France. Restez avec nous. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Écoutez, on essaye de se mettre d'accord, en tout cas, avec nos débatteurs, Marie-Ève Malouine, Mehdi Reich, Frédéric Dabi et Samuel Lafont. On essaye de se mettre d'accord aussi avec vous, qui nous appelez au 01 53 92 22 60. On revient sur ce sondage assez spectaculaire qui révèle que les jeunes musulmans qui vivent en France sont beaucoup plus religieux dans leurs pratiques, dans leurs observations, que les générations qui les ont précédés. On en parle notamment avec Emmanuel qui nous appelle au 01 53 92 22 60 depuis la ville de Suresnes. Emmanuel, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Comment ça va? Bonjour, merci de me... Ouais, ça va, merci de me donner la parole. Moi, je pense, si vous voulez, que... il y a deux volets. Il y a d'une part, je déplore que l'histoire ne soit pas correctement enseignée. Parce que dans ces cas-là, les jeunes musulmans comprendraient que la religion à laquelle ils sont tant attachés a été fondée autour du 7e siècle et qu'elle a une particularité qui est celle qu'elle est supposée être incréée. Le Coran est incréé et les textes ne sont pas modifiables. Il n'y a pas d'évolution possible. Ce qui veut dire que quand on adhère réellement, et qu'on veut être très religieux, qu'on adhère au Coran, on retourne au 7e siècle avec les modes de vie, la pratique qui a été celle de la conquête islamique, qui s'est pas passée très gentiment dans toute la Méditerranée et ailleurs. D'ailleurs,
d'ailleurs, à ce sujet, moi je ne suis pas étonné qu'il y ait des jeunes qui soient d'abord très religieux, puis qui ensuite regardent du côté de Daesh, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on reproche? Encore autre chose, on y reviendra d'ailleurs après, parce que c'est... Mais non, les gens de l'État islamique sont des gens qui appliquent à la lettre, mot à mot, uniquement les préceptes coraniques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que plus vous aurez de jeunes qui seront de plus en plus imprégnés de religion musulmane, plus vous en aurez qui seront islamistes et radicaux. C'est simple, et c'est comme ça. Donc, il faut peut-être réfléchir d'abord à cette chose primordiale et ne pas considérer qu'il s'agit juste de l'enseignement d'une religion, où il y aurait des tas de religions, et celle-là serait une parmi d'autres. Non, non, non. C'est quelque chose de très, très particulier avec l'islam, qui est ce retour à une époque sans possibilité d'évolution. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Et bon, je sens évidemment une forme d'inquiétude dans ce que vous dites, Emmanuel, au 01 53 92 22 60. Mehdi Raïch, quand vous entendez l'inquiétude d'Emmanuel, qui lui va assimiler ce qu'il voit comme résultat et comme réponse dans le sondage directement en faisant le lien avec Daesh. Et après tout, on vient de célébrer les 10 ans. Il y a un écart. D'un autre côté, on a le droit aussi d'être traumatisé un peu par ce qui s'est passé. D'ailleurs, on l'a tous été par le terrorisme. Il n'y a pas si longtemps. Oui, là, ça conditionne l'imaginaire des Français. Mais ça, je comprends parfaitement. Y compris le mien, y compris le vôtre, y compris celui de tout le monde autour de la table. Quand on va au cinéma ou quand quelqu'un est assis à une terrasse, quand on voit, on peut tout de suite, l'imaginaire, il est conditionné par ça. Donc ensuite, ça a marqué. Ce que j'entends quand il dit ce qu'il vient de nous dire, Emmanuel, c'est que d'un côté, vous avez aussi des terroristes qui ont réussi leur pari. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont passé leur temps à faire des vidéos et à parler et à prêcher auprès du public en disant nous sommes la vraie pratique de la religion. Finalement, ça finit par être pris au sérieux par tout le monde. Oui, je vais faire un. Il y a pas, par exemple, on parle beaucoup des frères musulmans en France. Il y a fondamentalement pas de différence entre une personne de Daesh, un terroriste, et un frère musulman. Théoriquement, il n'y a pas de différence. Sauf le passage à l'acte violent. Oui, c'est la stratégie. C'est-à-dire que le terroriste, lui, va vouloir appliquer charia. Donc j'ai cité les sources tout à l'heure, tout de suite. Là, on parle d'islamisme. L'islamisme, c'est application de l'islam. Il veut le faire tout de suite. Donc ça passe par un passage à la violence immédiat. En force. Le frère musulman, lui, il est beaucoup. Au fond, c'est un parfait démocrate. C'est-à-dire qu'il veut utiliser les droits et libertés du système démocratique pour singer ce qu'est la démocratie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à ça auquel on a affaire. Donc, vous pouvez avoir des discours qui sont tendancieux. Donc, on va, sous couvert de liberté d'expression, et il faut absolument défendre ce sujet-là, vous faites une pénétration notamment dans la tête des jeunes. Et là, il y a une question des réseaux sociaux derrière. C'est la question de la formation, de l'éducation, de l'école. J'insiste bien sur l'école, tout à l'heure, je parlais des services publics, mais en fait, c'est tous ces sujets-là qui sont derrière. À partir du moment où l'État n'est pas fort sur son régalien, et notamment sur la question de l'éducation et de l'enfance, j'insiste bien, vous pouvez avoir affaire à des personnes, des imams prosélytes, ou même des personnes qui s'inventent imams sur les réseaux sociaux, qui occupent le vide, qui vont occuper le vide et qui vont alimenter un problème identitaire chez des jeunes notamment, et souvent chez des jeunes qui se sentent exclus de la société. Frédéric Dabi. Beaucoup de remarques par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que dit Mehdi Raïch. Il y a une question que je trouve très intéressante, c'est le poids de la religion dans l'éducation familiale. Et on a 3/4 des Français musulmans qui indiquent que la religion a eu un rôle important dans leur éducation, contre 58 pour l'ensemble des Français interrogés, 87 chez les jeunes. Alors, on n'a pas posé la question sur le poids de l'école dans l'éducation, mais 87 chez les jeunes, je pense que c'est le premier vecteur. Par rapport à ce qu'a dit Marie-Ève Malouine sur les chocs que la jeunesse a connus, et ça fait le lien avec ce qui a été dit sur le 13 novembre, le premier choc que les jeunes ont connu, c'est le choc de 2015. Quand on regarde le profil des victimes de l'attentat des terrasses, ce sont des jeunes. Et dans l'enquête qu'on a faite, dont on a parlé ici, pour la Fondation Jean Jaurès, sur le souvenir des attentats, on voit à quel point le souvenir est à vif chez les 25-34 ans, qui avaient 15-24 ans dans les années 2013-2014. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'enquête montre, et ça a été très bien dit, vous l'avez tous dit, cette enquête, c'est pas un vaudeur, c'est la perception des choses. On a une population référence biblique, plutôt Ancien Testament, mais tout le monde l'accepte aussi bien chez les catholiques, bien sûr les juifs et les Français de confession musulmane. C'est le fait que cette population n'est pas d'un seul bloc. Moi, je suis frappé de voir. On pourrait faire
le raisonnement fallacieux, ils sont de plus en plus religieux et rigoristes, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus intolérants. Ce serait les voir de manière monolithique. Voilà. Sauf que, alors bien sûr, la consommation d'alcool s'est effondrée, et chez les plus jeunes, c'est que 11%, c'est peut-être pas vrai, c'est du déclaratif, mais est-ce qu'il y a le droit à l'apostasie de quitter, de renier sa religion pour un musulman? C'était 44% de oui seulement en 89, c'est 73%. Alors, les 27% qui restent, c'est ceux qui peuvent passer à l'acte, c'est ceux qui peuvent insulter des gens qui sont susceptibles de potentiellement prudence absolue. Donc on voit très bien que tout n'est pas d'un bloc, mais je dirais clairement, le chemin, qui est un chemin général, c'est un respect de plus en plus strict des normes religieuses. On n'a pas posé la question sur le pèlerinage à la Mecque en termes de souhait. Sans doute, ça a beaucoup progressé par rapport aux années 80 et 90. On en reparlera, pourquoi pas avec vous, Samuel Lafont, dans quelques minutes, juste après les infos de 11h. Allez, restez avec nous. Mettez-vous d'accord, toujours, on continue de débattre de l'actualité. On va aussi parler de cette proposition de Guillaume Kasbarian ce matin, invité du Grand Matin Sud Radio avec Jean-François Aquili. Faut-il mettre fin à l'hébergement d'urgence pour les migrants en situation irrégulière dans des chambres d'hôtel? Il faudrait économiser 1 milliard. C'est la proposition qu'il a faite ce matin sur Sud Radio. Ça fait déjà réagir sur d'autres bancs de l'Assemblée nationale. On en parle juste après les infos. À tout de suite. Sud Radio. Pour une très belle réunion aujourd'hui avec de très belles épreuves au programme. Le prix de Beauvais sera la 5e épreuve de la réunion 1 sur la piste en sable fibré, 1600 mètres avec 16 concurrents. C'est le 9 Otomé qui sera mon favori devant le 11 Souvenir des Cajoles, 6 No Limit Dream, 2 Chiaro, 5 Zellman, As Westminster Night, 4 Chaumière de Pré, 16 Geopolitical, 9, 11, 6, 2, 5, As, 4 et 16. En réunion de course 3 sur l'hippodrome d'Agen, ma sélection du jour, le 11 Just Marianne, et encore hier, si vous m'avez suivi, vous avez touché tiercé, écarté, quinté. Bon bah écoutez, bravo, et merci à vous Jean-Paul Delperrier. En plus, à cause de vous, j'ai envie de me manger une crème chantilly. Encore une fois, des pronostics hippiques à retrouver comme chaque jour sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Frédéric Dabi comprenait pas, mais oui, c'est dans le château de Chantilly qu'on mange les meilleures crèmes chantilly de France. Ça vient de là. En plus, j'en ai goûté très récemment à Chantilly. Mais vous voyez, vous êtes d'accord. Mettez-vous d'accord, ça tombe bien, c'est le nom de cette émission. On débat de l'actualité avec Marie-Ève Malouine, Mehdi Raïch, Frédéric Dabi de l'IFOP et Samuel Lafont de Reconquête, porte-parole de Reconquête. Ça s'est passé ce matin sur Sud Radio, il était 8h15. L'invité politique était le député Ensemble pour la République, Guillaume Kasbarian, ancien ministre du Logement. Une proposition qu'il a faite sur Sud Radio. Aujourd'hui, on met 3 milliards d'euros sur l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence qui a vocation à loger des SDF. Il se trouve que sur les places d'hôtel que l'on a, les 2/3 des places d'hôtel, aujourd'hui, sont occupées par des migrants en situation irrégulière. Et l'autre élément, c'est que ces migrants qui sont là restent dans une moyenne de 3 ans dans ces chambres d'hôtel. Moi, je ne sais pas expliquer aux gens qui vous écoutent, qui nous écoutent, que leurs impôts peuvent servir à financer des chambres d'hôtel pendant 3 ans en moyenne à des migrants irréguliers. Je parle même pas de demandeurs d'asile ou de migrants réguliers, je parle de migrants irréguliers. Comme ils sont irréguliers, ils ont vocation à rentrer chez eux, ou alors vous les régularisez. C'est 2 options différentes, mais qui doivent être choisies. Mais laisser les gens dans un no man's land en leur disant on va vous loger à l'hôtel pendant 3 ans, alors qu'ils sont irréguliers et que la justice a tranché en disant qu'ils étaient irréguliers, aucun pays d'Europe ne fait ça. Guillaume Kasbarian, invité politique de Jean-François Aquili ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. C'est pas la première fois qu'il fait cette proposition. Pour le coup, elle avait été rejetée d'ailleurs en commission. Il est revenu à la charge et ça continue à faire réagir. Comme un autre député, tiens, l'insoumis Aurélien Taché qui réagit ce matin sur son compte X. Ah bon, ils vont où dans ce cas-là, ces migrants en situation irrégulière? On leur donne des papiers parce que sinon, je cite toujours Aurélien Taché, étant donné qu'ils ne sont pas expulsables, on va juste recréer d'immenses bidonvilles avec femmes et enfants. C'est cela pour Aurélien Taché. La France affouera. Est-ce que c'est les propos d'un macroniste pour vous, Marie-Ève Malouine, que vous venez d'entendre? Pour moi, les macronistes, c'est dit en même temps, donc il n'y a pas de contradiction. Ils peuvent dire tous d'aller d'un bord à l'autre de l'échiquier. A été macroniste à une autre époque. Ah oui, non, pour Aurélien Taché, mais je parlais de Kasbarian aussi, mais Taché aussi, il est parti. Moi, ce que je retiens vraiment dans la déclaration de Guillaume Kasbarian, c'est je ne sais pas comment expliquer. Donc il y a une émotion. C'est pas un raisonnement, il y a une émotion dans la population. Je ne sais pas donner une explication rationnelle. Donc je reprends cette émotion à mon compte. C'est pas ça le rôle du politique. Le rôle du politique, il est de prendre l'émotion
éventuellement de la partager, mais après de la dépasser pour trouver des solutions. Alors évidemment, si on dit dehors il y a des SDF français et dans les hôtels il y a des SDF étrangers, la solution c'est qu'on mette les étrangers dehors et puis on va mettre les Français. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut essayer de l'expliquer et non pas dire oui, là il y a des étrangers qui restent 3 ans dans des hôtels, et on va les sortir, annoncer ça au moment du début de l'hiver pour dire on va les mettre dehors. Enfin, ça n'a aucun sens. Et son rôle est de donner du sens, le politique. C'est pas d'être dans l'émotion, c'est donner du sens. Donc là, il est absolument pas dans son rôle. Bon, je pense que Samuel Lafont sera pas d'accord avec vous, Marie-Ève. Je suis content qu'on parle d'émotion parce que la rationalité, c'est fondamental, mais à un moment, il faut se mettre à la place des gens et les comprendre. Je reviens 2 secondes sur ce que disait tout à l'heure l'auditeur Emmanuel, parce qu'il nous a quand même parlé de terrorisme. C'est important. C'est important pour les gens. Et effectivement, il y a de nombreux Français qui craignent parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé après les attentats islamiques en France. Horrible. Ils ont vu qu'il y a une partie de la population qui ne se sentait pas concernée, voire qui soutenait les attentats, voire qui accusait d'autres personnes. Moi, je me rappelle. Qui était victime aussi des attentats. Je me rappelle le soir du Bataclan, j'étais à Paris, très bien, quelqu'un qui nous expliquait dans les minutes qui ont suivi qu'en fait, c'était un coup des Juifs. Voilà. Et ça, on l'a entendu encore et encore et encore et encore et encore. Non, mais en fait, c'est pas des vrais musulmans, etc. Donc, il est normal. Il faut entendre les Français qui en ont assez de vivre dans cette situation où en fait il y a des personnes à côté d'eux qui peuvent se dire non mais en fait c'est pas très grave, ou en fait c'est pas vraiment ça, ou en fait qui condamnent pas véritablement ce qui s'est passé. Pourquoi mais parce que j'ai l'impression ça répond pas du tout à ce que j'ai dit. Pas du tout, il n'y a aucun rapport. Si. Mais je voulais répondre à ça, c'est extrêmement important ce qu'a dit Emmanuel, et je pense que justement on devait aborder ce thème-là parce que on parlait de propagande et d'État islamique, et il y a encore du terrorisme malheureusement en France. Sur l'émotion, pourquoi c'est fondamental ? C'est parce que aussi les Français, quand on leur dit tout le temps que c'est trop compliqué, ils en ont assez d'avoir des politiques qui leur disent écoutez, faites-nous confiance, c'est le gouvernement représentatif, on fait jamais de référendum, vous votez et après on est à l'Assemblée, de l'Assemblée est nommé, et crée un gouvernement qui dirige, mais on vous explique toujours que c'est trop compliqué. Très concrètement, les gens voient, on en parlait tout à l'heure, vous parliez vous-même du pouvoir d'achat, des salaires qui sont bas, le reste à vivre pour les Français de plus en plus bas, et ils disent qu'est-ce qui se passe ? Moi je suis un honnête citoyen, je suis français, il y a des gens qui viennent du monde entier, illégalement sur notre sol, et qu'on finance, mais c'est insupportable. Encore plus, vous parliez vous-même du problème de logement. Donc avec la crise du logement qui monte, on a des gens qui sont hébergés gratuitement par nos impôts, par les impôts des auditeurs de Sud Radio, et en même temps, et la réponse politique, c'est un peu compliqué. On connaît très bien la stratégie d'Aurélien Taché. Lui, c'est très simple, il dit de toute manière, il y a 2 solutions. C'est soit ils sont à la rue, soit on les met dans un hébergement d'urgence, et derrière on leur donne des papiers, parce qu'on connaît très bien les immigrationnistes. Ce qu'ils veulent, c'est faire venir un maximum de gens en France et dire ensuite, en fait, entre guillemets, je déteste ce terme-là, on régularise, parce que pour terminer, la vraie régularisation, c'est les renvoyer chez eux. Donner des papiers et puis après les transformer en français, entre guillemets, c'est pas une régularisation, c'est juste soutenir l'immigration massive qui est rejetée par une très grande majorité de Français, y compris à gauche. Ouais, vous parlez de très grande majorité, on va voir si c'est confirmé par Frédéric Dabi. Le sondeur. Oui, alors... pas complètement. Il y a clairement un durcissement des Français sur la question migratoire. On a un effondrement du clivage gauche-droite. J'en avais parlé ici. Quand il y a 1 an et demi, il y avait le débat à l'Assemblée nationale, bientôt 2 ans, sur le projet de loi immigration. Je trouvais 82% de sympathisants de gauche qui étaient favorables à l'expulsion de délinquants multirécidivistes étrangers. Et en même temps, si je puis dire, 62% de sympathisants LR favorables à la régularisation au cas par cas d'étrangers dans les métiers, dans les secteurs d'emploi en tension. Le durcissement de l'opinion, il est réel. L'immigration est une chance. À gauche aussi, d'ailleurs. Tout à fait, à gauche. Le fait majeur, c'est cette convergence entre les points de vue. Pour autant, c'est la phrase que l'on administre aux Français depuis une 20aine d'années pour la Fondation Jean Jaurès. C'est le devoir de la France d'accueillir des personnes fuyant la guerre ou la misère. Donc, les mots ont un sens, il y a une dimension économique. On trouve presque à chaque fois un Français sur 2 qui y est favorable. Mais clairement, ce qui a changé également, c'est ne pas voir que l'immigration n'est pas dans le top 5 des préoccupations des Français. Il est plutôt 8e, 9e, mais ce n'est plus un enjeu étanche. Quand on parle d'insécurité, les Français, et je parle d'enquête qualitative, pas de sondage où font on a le pu lien dire, entre sécurité et immigration. Quand on parle d'éducation, ils font le lien avec la baisse de niveau. Quand on parle même de climat, les jeunes générations parlent de crainte de migration liée d'exode climatique. D'exode climatique. Ça, c'est les écologistes qui en parlent d'ailleurs depuis donc longtemps. On a quand même un enjeu qui est maintenant, qui a infusé dans beaucoup de sujets au cœur des préoccupations des Français, avec un durcissement. Mehdi Raich. À mon sens, c'est un double problème. Je reviens sur ce qu'a dit Marie-Ève Malouine. C'est à la fois la question du rôle de l'État, de sa question régalienne, on parle beaucoup du rôle des frontières,
et aussi de l'inertie de l'État sur ses propres fonctions. Comme on a des situations, et là on parle de logement, on parle de l'immigration, on parle de tous ces sujets-là, finalement l'État est censé avoir un rôle dans ces sujets, un rôle important, sauf qu'il n'a pas forcément tranché. Des fois pour des soucis idéologiques, des fois pour des soucis, on va dire, d'ordre administratif, et finalement c'est l'administration qui va faire ça à court terme. Et ça devient la norme, quelque part. C'est l'administration qui va faire la chose sur le court terme. Sur un temps long, eh bien, comme ça devient une norme, l'État est obligé, quelque part, de dire, comme c'est devenu la norme pour mes propres institutions, eh ben, je le fais comme l'administration a dit. Donc là, c'est un problème d'arbitrage politique et d'inertie de l'État sur ses propres fonctions, des fois qui sont régaliennes ou qui ne sont plus assumées. Et donc là, c'est un problème qui est beaucoup plus large, c'est un problème qui est politique, mais j'ai aussi envie de dire, c'est un problème de ce qu'on pense de l'État et de sa... Je veux dire, il est un peu partout et nulle part à la fois. Tout à l'heure, tu parlais de libéralisme. Je pense qu'on a oublié ce que c'était et que l'État se disperse totalement sur ses fonctions, sur le régalien. Et il faudrait peut-être qu'il se concentre un peu plus sur ses fonctions premières. C'est-à-dire qu'il abandonne quoi ? C'est pas une question d'abandonner. Si. Non, quand vous dites on se disperse trop, il faut qu'on se reconcentre sur ses fonctions premières, ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 fonctions ou 2 ou 3 actions qu'il faut abandonner. Je pense que ça passe quand même par une répartition des compétences. Il y a des compétences régaliennes qui sont du domaine de l'État. Il y a des compétences qui sont du domaine local, que ce soit régional ou municipal. On va en parler municipal. beaucoup cette semaine. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des strates différentes, on reste avec les strates au-dessus. Et ce qui fait une administration de contrôle et un enchevêtrement qui perd de l'argent et qui donne des solutions extrêmement lentes. Parce que on parlait des prisons tout à l'heure. Oui, construire une prison, c'est extrêmement long parce qu'il faut plein d'autorisations, beaucoup de niveaux. Regardez quand vous vous promenez en face, les panneaux pour dire ce nouveau site a été financé par, et vous avez l'État, la région, le pays, la commune, le département. Souvent c'est la région Auvergne, Pays de la Loire. Hein. Auvergne, ça dépend où on se promène. Qui met le plus de et donc l'État doit se concentrer sur le régalien, ce qui est l'intérêt général au niveau national, et puis il y a des choses qui seront mieux traitées au niveau local. Simplement, il faut que l'État accepte de perdre le pouvoir sur certains sujets. Ce que dit Marie-Ève Malouine est d'autant plus juste que ça va dans le sens de l'histoire. Les Français, je fais référence à l'enquête qu'on a faite pour Région et Peuple Solidaire au mois d'août, ou l'enquête pour la Tribune dimanche il y a quelques semaines, montre à quel point on n'a plus confiance dans l'État profond, dans les pouvoirs publics pour traiter toute une série de sujets, et notamment les maires que j'ai interrogés dans le cadre de notre livre avec Brice Sokol, sont assez dans une logique de désarroi, puisqu'on leur prête tous les pouvoirs, ils sont victimes d'une sorte d'impuissance. On leur demande, on a même failli appeler le livre Wesh le maire, pas du tout pour faire un coup, mais pour le côté interpellation, c'est-à-dire l'insécurité, qu'est-ce que vous faites, la santé, qu'est-ce que vous faites, la dette, c'est 3 enjeux nationaux qui ne sont plus traités à l'échelle nationale, et il y a clairement un mot qui était un mot Voldemort, qui est un mot qui n'était pas du tout cité par les Français, le fédéralisme. Alors bien sûr, ils n'en parlent pas spontanément, mais quand on leur propose un système de grandes régions plus autonomes avec des pouvoirs qui leur viennent de l'État, on a quasiment 3/4 d'adhésion. C'est une nouvelle. On est loin de la dynamique de l'Occident, on est loin de la posture délégataire vis-à-vis de l'État, parce que l'éclipse du politique depuis des années, et qui s'est accélérée après la dissolution, fait que les Français n'ont plus confiance en l'État national pour changer la vie. Un élément d'espérance peut-être, et ils le disent, une vraie campagne présidentielle pour cesser cette dysfonction du politique. La présidentielle, vous avez manqué, mais 2027. On va en récupérer une. Peut-être avant d'ailleurs. On verra. On ne dit pas wesh, on ne dit plus wesh, on dit wesh. Ah, vous me l'apprenez. Merci Jean-Marie. Allez, restez avec nous. Les coups de cœur et les coups de gueule de nos débatteurs dans un instant. Marie-Ève Malouine nous ramène au Louvre où une galerie a été fermée au public. Pourquoi ? Parce que les poutres risquaient de s'effondrer. Oui, c'est une histoire vraie. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec vous tous qui nous appelez au standard au 01 53 92 22 60. On débat de l'actualité avec Mehdi Raïch, Frédéric Dabi, Marie-Ève Malouine et Samuel Lafont. Marie-Ève, vous vouliez nous ramener au Louvre. Oui, c'est une information qui est sortie hier soir. Je vois qu'une partie du Louvre, une galerie, la galerie Campana, a été fermée par mesure de précaution parce qu'il y avait des poutres qui soutiennent le 2e étage qui apparaissait trop fragile. Alors l'information est sortie, on l'a retenue. Peut-être qu'on ne l'aurait pas fait précédemment s'il n'y avait pas eu l'histoire du vol et le rapport de la Cour des comptes. Mais ça me rappelait ce phénomène qui en France, et depuis quelques années, notamment avec Emmanuel Macron, cette phrase fétiche, jamais auparavant on avait fait aussi grand, aussi fort, aussi beau. Et
si on essayait de faire simplement ce qu'il y a à faire et hiérarchiser les priorités. C'est bien de faire le musée du Louvre qui, depuis quelques années, a augmenté énormément sa fréquentation. Mais on a oublié la sécurité et la protection des pièces qui sont dedans. Donc, hiérarchisons, revenons à l'essentiel. Et ça vaut pour le Louvre, mais ça vaut aussi en matière générale pour la politique. Hiérarchisons les problèmes et voyons l'urgence. C'est comme quand on gère son budget. C'est vrai que notre maison, des fois, on a envie de refaire la décoration, de changer les canapés du salon, etc. Et si la poutre s'effondre, on va commencer par ça. Eh ben oui, et ça ne se verra pas. Le changement de poutre, quand les amis viendront, ils verront toujours les vieux canapés, ils ne verront pas que la poutre a été changée. Pourtant, c'est ce qui est plus important. Ouais, c'est très très important. D'ailleurs, vous faisiez le lien entre le Louvre et la politique en général. Le chantier du nouveau Louvre voulu par Emmanuel Macron, ça s'appelle quand même Nouvelle Renaissance, qui est le même nom d'ailleurs que le parti présidentiel. Jamais auparavant, il y avait eu un aussi grand projet pour le Louvre, j'imagine. Samuel ? C'est fondamental ce qui vient d'être dit, mais on attend du politique qu'il soit responsable, pour lui faire confiance, qui choisissent, vous parlez des hiérarchies, en fait, qu'est-ce qu'on doit traiter en premier ? On a l'impression qu'à chaque fois, tout doit être fait en même temps, que tout est urgent, on entend que ça toute la journée. Et c'est insupportable, parce que le pouvoir est tiré aux Français de certaine manière avec le système qu'on a de gouvernement représentatif, et derrière, on n'a pas de résultat. Donc comment on va avoir confiance ? On sait qu'il y a un sondage qui est sorti récemment, qui montrait qu'il y avait 20% seulement de confiance dans les députés, et 10% dans les partis politiques. 10% dans les partis politiques. Moi, je rappelle systématiquement, quand je suis avec des militants politiques, pour leur rappeler qu'en fait, c'est un petit monde qui est de plus en plus déconnecté de la population, et qu'il va falloir rapidement se rattacher à la population en écoutant ce que disent les Français. En écoutant, pour vous, en tout cas, tiens, justement, vous écoutez aussi ce qui se passe sur le terrain, Frédéric Dabi. Vous avez un coup de blues, ni de coup de gueule, ni coup de cœur. Bah oui, c'est un coup de blues pour les salariés en situation de handicap. Chaque année, l'IFOP, au moment de la semaine européenne pour les personnes en situation de handicap, dans le cadre du travail, réalise une très très grosse enquête pour l'AGFIP, l'ADAPT et l'OFIP, auprès de différentes cibles, l'ensemble des Français, les salariés, les PSH, les personnes en situation de handicap, et les recruteurs. Ce qui sort, c'est qu'il y a toujours une vision plus positive que la moyenne du côté des recruteurs, du côté des Français. Mais quand on s'intéresse aux personnes en situation de handicap qui travaillent, 62%, donc c'est quand même beaucoup plus que par le passé, on voit qu'il y a des périodes très très difficiles, que les moments clés ou charnières dans la vie d'une entreprise pour un salarié, l'embauche, la promotion, la mutation interne ou externe deviennent des chemins de croix. J'utilise beaucoup de métaphores religieuses aujourd'hui. Écoutez, vous êtes c'est vrai que vous êtes biblique aujourd'hui. Voilà, on a quand même Abbé Dabi. on a, si vous voulez, on a quand même 81% des personnes en situation de handicap qui ont reçu un refus après une candidature sans aucun retour sur leur raison. 62%. 25 points de plus que l'ensemble des salariés. Cette logique de regard croisé permet de relativiser ou de, je dirais, bonifier un chiffre. Se sont-ils obligés de dissimuler certains aspects de leur parcours en situation professionnelle et le dire ou pas, parler ou pas de son handicap. 38% n'osent pas en parler. 70% n'ont jamais reçu la moindre promotion au bout de 5 ans. C'est 48% chez l'ensemble des salariés. Et quand on leur demande ceux qui sont intégrés dans une entreprise, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi ? C'est avant tout eux-mêmes. C'est des avantages endogènes, leur détermination personnelle, le soutien de leur entourage et moins des dispositifs, une politique d'inclusion. Voilà, on a un tableau et je finirai parce que là je vais un peu élargir cette fameuse thèse, cette fameuse thématique de la santé mentale qui irrigue beaucoup de Français, se pose avec beaucoup d'acuité chez eux, avec le sentiment qu'ils ont une fatigue chronique, 30 points de plus que l'ensemble des salariés, des problèmes de concentration, un stress chronique, un état dépressif, 50%, 18% des pensées suicidaires. Voilà, je noircis un peu le tableau, mais c'est le ressenti de ces personnes. L'entreprise, il n'y a pas seulement avoir un emploi, il faut aussi y être heureux. Et c'est pour ça d'ailleurs que Sud Radio, tous les samedis soirs à 19h30, donne la parole à Anthony Martin-Smith, d'abord qui est brillant, c'est un ami, et ensuite qui a cette émission Faut que ça change, qui parle justement de l'inclusion et des Français en situation de handicap. Et ça, c'est tous les samedis. D'ailleurs, Anthony, samedi prochain, sera en duplex du Salon des maires, dont Sud Radio est partenaire. Mehdi Raïch, coup de cœur, coup de gueule. Difficile de réagir après ce qu'on vient de dire. Non, mais au contraire, c'est très intéressant. Il y a aussi toutes les questions du parcours du combattant pour les personnes handicapées. Je pense je connais le cas d'une personne qui
et en fait n'a pas de jambes, et tous les 3 ans, tous les 5 ans, doit refaire une demande à l'administration pour bien prouver que ses jambes n'ont pas repoussé. Oui, Donc déjà, il y a des parcours administratifs qui sont très particuliers, et surtout on a du mal à décorréler le handicap, je pense, de la performance pour les gens. On estime qu'un handicapé est moins performant qu'un valide, donc là-dessus il y a même un problème d'imaginaire collectif et de compréhension de ce qu'est le handicap de l'autre. Exactement, et le rapport à l'autre. Samuel, vous vouliez vous insurger contre une tentative de censure d'un spectacle. Encore une fois, par la gauche, qui a voulu censurer le spectacle La Dame de Pierre, qui est un magnifique spectacle sur l'histoire de Notre-Dame de Paris, qui existe depuis quelques années, qui prépare une grande tournée en France là en 2026, qui était ce week-end à Aix-en-Provence, et il y a eu de fortes menaces par la CGT et par Solidaire qui ont fait une manifestation devant la salle de spectacle pour essayer de faire interdire le spectacle. Pour quel motif ? Alors, ils expliquent une écriture de l'histoire de France qui serait politisée, pas du tout. Honnêtement, le metteur en scène est un jeune brillant, il s'appelle Corentin Stemler, ça fait des années qu'il écrit des pièces de théâtre, qu'il met en scène des spectacles. C'est fabuleux ce qu'il fait. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs qui ont déjà vu son spectacle un peu partout en France, et aussi y compris à Paris. Et là, je trouve ça extrêmement dommageable. C'est une multiplication de tentatives de censure. Ça devient complètement ridicule. Heureusement, le spectacle a pu se tenir. Heureusement, la majorité de la population semble être offusquée par ces tentatives de censure un peu ridicules, mais c'est quand même assez grave sur la liberté d'expression et sur la liberté de création. Bon, en tout cas, la liberté de création a été assurée puisque le spectacle, si j'ai bien compris, il a pu se tenir heureusement. Et sans débordement en plus. Ça se passait où, s'il vous plaît ? Aix-en-Provence. Ça faisait une bonne raison de visiter Aix-en-Provence, c'est toujours aussi beau. Merci à tous les quatre d'être venus vous mettre d'accord sur Sud Radio. Marie-Ève Malouine, je le rappelle, éditorialiste notamment à la revue Politique et Parlementaire. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Mehdi Raïch, essayiste et... Non, analyse politique, je suis pas essayiste. Écoutez, écrivez un essai. Bientôt. Enfin, et puis Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. On rappelle votre livre d'ailleurs, Frédéric. L'écharpe et les tempêtes, coécrit avec Brice Sokol. Face aux maires, y a-t-il une défiance inattendue ? On en parlera demain en direct du Salon des maires au Sud Radio et partenaires. Merci à tous, allez rester avec nous. On va parler d'histoire dans quelques instants dans Sud Radio Média avec Gilles Gansman. On vous parle des 80 ans du procès de Nuremberg. À tout de suite. Sud Radio.